Rebonjour à tous. Euh, Merci d'être avec nous. Je vais faire une petite introduction rapide avant de passer la parole à Pascal Tumrel et puis après à nos invités. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question du pourquoi on fait ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet qui est plutôt atypique finalement, mais qui s'inscrit quand même dans la continuité d'un certain nombre de travaux qu'on a fait par le passé, notamment je pense à la finance responsable et industrie culturelle qu'on a fait en partenariat avec l'UNESCO, qui nous avait mené à faire un événement avec Pascal à l'époque sur place à l'UNESCO en juin 2023, si mes souvenirs sont bons. Et aussi, surtout, en fait, dans la perspective des travaux qu'on a menés sur la taxonomie sociale, ou le projet de taxonomie sociale auquel certains d'entre vous ont peut-être déjà participé, dans lequel on avait défini trois parties prenantes, les travailleurs, à la fois ceux de l'entreprise et puis de la chaîne d'approvisionnement, les utilisateurs finaux des biens et services des entreprises, et les citoyens. Et c'est dans le cadre des citoyens en particulier que justement on avait dégagé un axe important qui était celui de la protection de la démocratie et en particulier de l'accès à une information de qualité. Et c'est de ça qu'on va traiter justement aujourd'hui. C'est souvent un sujet qui passe en dessous des radars pour beaucoup des investisseurs, beaucoup d'entre vous. Et pourtant, c'est absolument essentiel. Euh, Beaucoup d'investisseurs se concentrent beaucoup, bien sûr, naturellement, sur biodiversité et climat en particulier. Et peut-être que vous l'avez vu, mais il y a récemment une étude qui a été publiée par une ONG suisse qui montre que la désinformation sur le climat pousse au recul des prises de décision réglementaires sur le sujet. Donc on se rend compte à quel point la désinformation peut avoir un impact assez colossal sur l'ensemble de nos sujets, au-delà même de la qualité même intrinsèque de l'information. Ça a des effets délétères sur beaucoup de pans. Un pan environnemental avec la question climatique, mais aussi sur des pans sociaux qui nous importent. Alors aujourd'hui, on va faire un focus en particulier sur une initiative qui est un outil et qui va nous permettre aujourd'hui d'évaluer les médias qui font du travail de qualité. On en a quelques-uns qui sont invités avec nous. Donc ça s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui est portée, qui est initiée par Reporters sans frontières, qui est avec nous et qui va nous en parler. Et puis effectivement, il y a deux médias qui sont certifiés, qui sont là aujourd'hui avec nous, donc France Télévisions et le groupe de la presse quotidienne régionale EBRA, qui n'est pas forcément connu en tant que tel avec le nom EBRA, mais qui porte des titres qui sont, eux, très connus. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Pascal pour un peu une mise en perspective, puis c'est elle qui vous présentera plus en détail nos intervenants. Pascal. Merci Grégoire. Donc, je suis ravie de ce rendez-vous avec les investisseurs responsables. Quelques points très rapides. Déjà, la définition du mot désinformation. Ce sont des informations fausses et délibérément créées pour nuire à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. C'est comme ça que l'UNESCO définit la désinformation. Aussi, quelques données. En janvier dernier, le Forum économique mondial de Davos a présenté son rapport des risques globaux 2025. Et si la crise environnementale constitue le principal facteur de déstabilisation pour les 10 prochaines années, c'est le risque de la désinformation qui arrive en tête des risques à court terme, et ce pour la deuxième année consécutive, risque qui entraîne la polarisation de la société. En 2022, la Commission européenne avait également établi que 83% des Européens pensent que la désinformation menace la démocratie, car elle érode la confiance dans les institutions et les médias, met en péril les élections, empêche les citoyens de prendre des décisions en connaissance de cause et porte atteinte à la liberté d'expression. 163% des jeunes Européens sont également confrontés à de fausses informations plus d'une fois par semaine. Alors, des textes fondamentaux européens ont été adoptés qui appuient cette nécessité d'un accès à une information de qualité pour préserver la démocratie et les valeurs européennes. On peut citer le Digital Service Act en 2022 qui établit les règles pour lutter contre les contenus illicites et la désinformation relayée par les plateformes numériques, ou le règlement européen sur la liberté des médias 2024 qui est moins connu mais qui est très important, qui protège l'indépendance et le pluralisme des médias en demandant notamment d'offrir aux destinataires des services de médias qui possèdent ces médias, qui sont les actionnaires, afin de comprendre des conflits d'intérêts potentiels. Alors, une information de qualité, c'est une condition pour penser par soi-même, c'est pour l'exercice de la démocratie indispensable, c'est pour le respect des valeurs européennes et des droits humains, et c'est par conséquent indispensable à la fabrique du bien humain auquel veulent contribuer les investisseurs responsables. Je voudrais juste citer cette phrase.
C'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Cette phrase, c'est Jean Jaurès qui l'a écrite quand il a fondé l'Humanité, dont le premier numéro est sorti le 18 avril 1904. Cette phrase, elle vraiment fait écho aujourd'hui. Et dans son rapport sur la souveraineté, le Conseil d'État fait 10 propositions pour renforcer l'exercice de la souveraineté nationale. La deuxième proposition est de, entre guillemets, favoriser un exercice toujours plus effectif de la citoyenneté au service d'un projet collectif. Et parmi les priorités, il explique que mettre l'accent sur les conditions d'exercice de l'esprit critique en assurant les conditions d'existence d'une information fiable, indépendante et pluraliste, c'est le thème dont nous avons traité aujourd'hui. Juste pour terminer, cette exigence de qualité est une nécessité pour répondre à plusieurs menaces dont on va parler ce matin. La menace, c'est d'abord la violation des règles déontologiques qui régissent la profession de journaliste. Les fake news ne sont pas l'apanage des réseaux sociaux. L'autre menace, c'est aussi celle de l'intelligence artificielle générative qui ajoute au risque d'une information sous contrôle et standardisée. Et une autre menace, c'est celle de l'assèchement des ressources financières liées à la publicité qui ont été transférées vers les grandes plateformes numériques. Alors, pour traiter de tous ces sujets et répondre à vos questions, nous avons la chance d'avoir, donc, Grégoire l'a dit, Benjamin Sebag, qui dirige la Journalism Trust Initiative au sein de Reporters sans frontières, Cathy Brem, qui est directrice de la prospective et de l'innovation chez France Télévisions, et Sébastien Georges, qui est responsable de la prospective média dans le groupe EBRA. Voilà, donc Benjamin, je te laisse la parole. Merci Pascal d'avoir si bien planté le décor. Grégoire aussi d'ailleurs, merci beaucoup pour cette mise en perspective. Il y a tellement de mots absolument cruciaux qui ont été cités par vous deux déjà. Ça m'ouvre la voie. Merci aussi pour cette invitation. Et puis je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, la communauté des investisseurs responsables. Moi, en grand écran, je vois ma propre présentation. En petit, je vois des pastilles. N'hésitez pas à allumer vos caméras aussi pour qu'on ait un petit peu plus d'interaction entre nous. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement, évidemment, vous faites comme vous voulez. Mais surtout, n'hésitez pas. On a gardé un moment pour les questions à la fin, mais si vous avez une question qui vous taraude et qu'il faut absolument la poser de manière urgente, n'hésitez pas. Moi, j'adore répondre aussi aux questions on the fly. Et donc, ce que je vais commencer par faire, peut-être, c'est vous dire pourquoi RSF s'est mobilisé là-dessus, vous présenter un petit peu plus RSF, et puis ensuite, je vais vous présenter beaucoup plus ce qu'est Journalism Trust Initiative. Alors, pour que vous sachiez d'où je pars, moi, je suis Benjamin Sabag. J'ai rejoint Reporters sans frontières il y a à peu près 1 an et demi pour piloter ce qui est à la fois un service, mais aussi une norme qui s'appelle donc Journalism Trust Initiative. C'est son nom marketing, c'est son nom de scène, Journalism Trust Initiative. Pour vous, je peux vous le dire, son vrai nom, c'est ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est le CWA 17493-2019. Ça, c'est son vrai nom, son nom de norme de type ISO, que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est dit chez RSF qu'on allait créer une norme de type ISO? Je vais essayer d'être très rapide parce que je suis très bavard et qu'en plus, le sujet me passionne. Je pourrais vous en parler vraiment pendant très longtemps. En fait, vous connaissez, j'imagine, Reporters sans frontières, RSF, principalement à travers le classement et peut-être aussi à travers les albums sans photo pour la liberté de la presse qui sortent tous les trimestres et que vous pouvez retrouver en kiosque pour nous soutenir. Vous connaissez certainement le classement de la liberté de la presse. En fait, quand on entend classement pour la liberté de la presse, je dois le dire, c'est un petit peu partial comme vision de ce qui est remonté dans le classement, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement un indicateur sur le fait qu'il y ait tant de journalistes en prison dans tel pays, que les lois, l'état de l'art des lois dans tel pays sur la liberté de la presse soit à tel et tel niveau, est-ce qu'il y a des nouvelles lois répressives qui sont en train de passer. On a aussi toute une batterie d'indicateurs justement sur la soutenabilité des médias, et la révélation du classement 2025 qui porte sur l'année 2024, c'est attention, l'année 2025 est une année absolument charnière en termes de soutenabilité pour les médias. Je pense aussi évidemment à l'assèchement des aides qui viennent des États-Unis, aux coupes des administrations américaines en abonnement média. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui viennent se surajouter à ça, qui font qu'en fait ces phénomènes qu'on a vus du début de l'année, c'est plutôt la goutte qui est pas loin de faire déborder le vase. Et donc nous, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup moins de médias en 2025 et en 2026 pour des questions
de marge et d'opérationnalité qui font qu'il y a des médias qui probablement ne passeront pas le cap 2025 ou 2026. Donc ça, c'est le gros fait qui ressort du classement. Alors, vous connaissez du coup forcément RSF sur ses engagements. Alors là, il se trouve que vous avez peut-être suivi ça tout récemment. Il y a un journaliste français qui vient d'être emprisonné, qui vient de recevoir une peine de 7 ans de prison après avoir vécu 1 an en résidence surveillée en Algérie. Donc, on se mobilise. Ça, c'est les quotidiens, c'est les combats quotidiens de Journalism Trust Initiative. Soutenir les journalistes qui sont en danger, les médias qui sont en danger pour qu'ils puissent continuer à produire ou de nouveau produire de l'information et fiable en particulier. En fait, RSF, il y a une sorte de prise de conscience dans les années, je dirais 2015 à peu près, que aujourd'hui, pour soutenir l'information, il ne suffit plus de soutenir l'information et les journalistes, il faut aussi soutenir l'accès des citoyens, de nous en tant que citoyens, à avoir accès à de l'information fiable. Je pense à ça parce que, en fait, en fonction des pays, on a différents types d'attaques. Et alors, RSF s'est mis en ordre de bataille pour se dire que finalement, il y a les deux faces de la pièce qu'il faut regarder. Aider les journalistes et les médias d'un côté et aider les citoyens de l'autre. Je vais prendre quelques exemples de projets qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont extrêmement intéressants. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels Internet n'est pas libre. Autrement dit, des médias peuvent avoir leur site qui est fermé. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un projet qui s'appelle Collateral Freedom, qui permet à des sites qui ont été chassés de tel et tel pays de les rallumer et de le remettre en disponibilité dans tel et tel pays. Et donc, par exemple, en Russie, on a le projet qui s'appelle Collateral Freedom, qui permet de rallumer des sites russes qui travaillent aujourd'hui en exil, qui ont été bannis de Russie pour pouvoir en faire en sorte que les Russes puissent à nouveau avoir accès à ces sites d'information-là. De la même manière, on a été un petit peu plus loin et un petit peu plus haut, surtout avec le projet Collateral Freedom. On a pris de la capacité satellitaire chez Eutelsat et on a remis en place des sites et des chaînes d'information qui avaient été bannis de Russie pour pouvoir les renvoyer en Russie. Et donc ça, c'est des projets qui sont extrêmement pertinents, mais qui ont un scope géographique qui est limité, diffusion satellitaire, des pays dans lesquels la question d'Internet n'est pas libre, plutôt est capturée. Et le dernier projet, c'est un projet qui est absolument global, que je vais vous présenter là, donc, qui s'appelle Journalism Trust Initiative, où là, en fait, on s'est dit... Le point de départ, c'est que les plateformes nous répètent assez souvent, écoutez, l'information, on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas vraiment comment on pourrait la mettre en avant sur nos plateformes parce que tout ça, c'est pas clair. Et en réalité, c'est vrai que c'est pas toujours très clair. Quand on regarde les réglementations d'un pays ou d'un autre, y compris si on se regarde nous, on sait qu'on a une autorité d'autorégulation ou de co-régulation qui s'appelle la CPPAP pour la presse, et on va avoir une autre autorité qui s'occupe de l'audiovisuel et des publications Internet de ces groupes audiovisuels qui s'appellent l'ARCOM. Donc même nous, en fait, au sein de notre propre pays, on a deux manières de définir les médias. Et donc ça, on a trouvé que c'était aussi toujours un moyen, un levier pour les plateformes de toujours nous mettre dans une sorte de stratégie de dilution. Et donc chez RSF, on s'est dit, bah d'accord, nous, on va se relever les manches et on va inventer une définition qui soit pertinente de manière globale, qui puisse s'adapter à l'ensemble des médias, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut juridique, privé, public, pourquoi pas associatif, et quelle que soit leur situation géographique, donc à la fois en Afrique ou à la fois en Europe ou en Amérique du Nord, en se disant que la manière de produire de l'information, de toute façon, ces règles de déontologie, quel que soit l'endroit où on se place sur la planète, ce sont les mêmes. Et donc, si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu plus ce qu'est Journalism Trust Initiative. Effectivement, on peut continuer. Le sujet ici, c'est que le point de départ de Journalism Trust Initiative, on est à peu près en 2018. C'est la question de la soutenabilité à l'époque. On ne vit pas, on vit dans un monde d'infobésité à ce moment-là. On ne vit pas encore dans un monde de désinformation généralisée. Malheureusement, ça vient. Malheureusement, on est en plein dedans maintenant. À l'époque, on est surtout sur une question de soutenabilité en fait avec les plateformes, puisque la question c'est est-ce que les plateformes sont potentiellement des business partners, des apporteurs de trafic et pourquoi pas de revenus publicitaires, ou est-ce que ce sont des concurrents? Et en fait, dans l'histoire très compliquée, très ambiguë qu'ont les médias et les plateformes depuis la naissance des plateformes, hein, on est en 2005, 2006, 2007, 2008, en fait, c'est que ça a été un peu les deux. Et je pense que finalement, ce qui est très
visible maintenant, et en particulier depuis le mois de janvier, c'est que depuis l'année dernière, on se dit, en fait, non, c'est pas les deux. On est vraiment en concurrence frontale, et depuis le mois de janvier, on sait que c'est plus seulement une divergence d'intérêts économiques, c'est une divergence de vision politique sur les questions de liberté d'informer, de liberté d'expression, cette notion qui, à notre avis, chez RSF, est très galvaudée aux États-Unis et qu'on essaye de nous importer pour mettre en place, pour challenger, en fait, ce qui relève de la compétence rédactionnelle. Donc, nous, on s'est situé sur la création d'une norme de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit absolument neutre, qui puisse être un outil pour les plateformes, mais qui puisse être un outil pour l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'information, en se disant on va chasser la question politique, on va chasser les questions de ligne éditoriale. Nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les contenus, c'est l'indépendance des rédactions et donc les processus qui sont au sein de la rédaction et entre la rédaction et le reste du média qu'on va aller identifier. Et le but de tout ça, c'est finalement d'établir un standard qui est exigeant en termes de processus, d'efforts de transparence, et ensuite de le proposer donc à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, les plateformes, les acteurs du monde publicitaire, les bailleurs de fonds, et pourquoi pas les pouvoirs publics, pour dire bah, vous cherchiez les médias, vous cherchez une définition globale de ce qu'est un média fiable, ben en fait, non là, et en plus, elle est adossée à une certification. Et donc là, je vais pouvoir expliquer un petit peu plus ce que c'est, et donc on veut lutter. GTI est devenu aussi un outil, en ce sens qu'il permet d'identifier les médias qui sont fiables. Et ben, en fait, en contraste, en regard, c'est aussi devenu un moyen de lutter contre la désinformation et évidemment de répondre à son objectif premier, d'essayer de recréer de la confiance et d'établir des standards de confiance entre les médias et leurs audiences. Et leurs investisseurs. Et leurs investisseurs aussi. Alors effectivement, la question de l'investissement dans le monde des médias, c'est un sujet en soi, puisque le monde des médias, comme les taux de marge ne sont pas forcément très élevés, quand on en a, effectivement, il y a des questions d'apport de ressources extérieures pour le monde des médias en général, mais ce n'est pas effectivement directement notre sujet, mais on pourra en reparler un petit peu à la fin, je pense. Donc effectivement, on peut continuer. Je voulais vous parler peut-être un tout petit peu plus de ce que c'est que GTI. Et je pense que je vais vous lire tout simplement la définition qu'on a sur la gauche ici. C'est une norme de type ISO conçue par et pour les médias d'information pour leur permettre de certifier leurs processus éditoriaux, leurs critères de transparence, d'éthique et de responsabilité par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Avec ça, à peu près tout est dit sur le contenu, l'objet et la méthode de GTI. Et donc, vous voyez à nouveau sur la droite pourquoi on le fait. Donc, on veut promouvoir la transparence et l'éthique dans le monde des médias. On ne dit pas que par défaut, tous les médias, parce qu'ils sont des médias, font du bon travail. On leur donne aussi GTI comme un outil de benchmark, comme un outil de checklist pour être sûr que sur ces critères, ils sont à l'état de l'art, ou en tout cas pour y aller si ce n'est pas encore le cas. Et effectivement, comme il y a un travail chez eux qui est quand même assez conséquent, l'idée c'est de les récompenser, ces médias-là, par un apport d'audience, par un apport de revenus qui peuvent être publicitaires ou par l'intermédiaire de bailleurs, de donateurs, etc. Puisque le monde des médias dépend de plus en plus aussi de subventions. Je ne parle pas seulement de la France, je parle d'un aspect absolument global. Donc c'est très clair ici, nous en fait, on ne va pas regarder le contenu de ce que va faire les médias, y compris des contenus d'information. Ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher les processus. Alors, quand on bâtit une norme ISO, pour certains d'entre vous, c'est certainement l'évidence déjà, mais quand on lance l'idée, le secteur, à moins que ça réponde à, comment dire, une compréhension très claire d'objectifs à mener ensemble, parce qu'il y a beaucoup de normes qui sont aussi créées en réaction par rapport à des phénomènes extérieurs, la norme sur le lin français, etc. etc. Et donc, il y a quand même déjà une sorte de collusion des acteurs où on se dit il faut qu'on crée une norme qui va permettre de défendre ce qu'on fait bien, quitte à améliorer certaines pratiques, notamment sur les questions de transparence, de sourcing, etc. Quand RSF lance Journalism Trust Initiative, le secteur des médias n'est pas prêt. Une norme ISO dans le secteur des médias, c'est quelque chose qui est absolument nouveau et qui le reste aujourd'hui avec Journalism Trust Initiative. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait
une conception qui soit quand même correcte, qui fasse appel à l'ensemble des savoir-faire, des expertises des parties prenantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni 130 organisations de médias, mais pas seulement des médias, des syndicats de journalistes, des fédérations et des associations d'éditeurs, partout à travers le monde, mais aussi des organes de régulation et de co-régulation. On s'est assis autour de la table et ça a duré plus d'1 an, ça a duré 1 an et demi, avec effectivement les workshops sur le contenu, sur la taxonomie, et on a atterri sur cette norme qu'on a déposée auprès du CEN, le CEN-CNELEC, qui est donc l'organisme européen qui dépend de l'ISO et qui a validé la norme. Alors pourquoi à l'époque, je vous le dis ici parce que c'est quand même intéressant, pourquoi on n'a pas fait le choix d'une norme ISO directement, c'est parce que la norme ISO, ça veut dire que tous les pays sont autour de la table pour la décision sur ce qui relèvera du contenu de la norme. Et à l'époque, pour le lancement d'une norme sur le monde de l'information et sur les bonnes pratiques en matière d'information, on s'est dit qu'il y avait certains pays qu'on n'avait pas envie d'avoir autour de la table pour décider de ce qui serait le contenu de cette norme. Je ne m'avance pas plus sur certains pays, je pense que c'est assez clair pour à peu près tout le monde, ou probablement tout le monde plutôt, mais si vous voulez qu'on y revienne en fin de séquence, on peut y revenir. Et donc, l'idée, c'est qu'on a atterri avec ces 130 organisations sur une batterie de critères. Et en fait, il y en a aussi 130. Alors, il n'y a pas 130, il n'y a pas chaque organisation qui a eu son critère, mais on a atterri sur 130 critères qu'on a rangés en 2 sections et 18 familles de critères. L'identité et la transparence d'une part, le professionnalisme et la responsabilité d'autre part. Donc vous voyez ici qu'en fait, on ne se met pas dans une obligation de résultats sur notamment les questions de production éditoriale, on va plutôt se mettre dans une obligation de moyens. Est-ce que le média s'est mis dans une obligation de moyens pour être sûr que lorsqu'il produit de l'information, ce sont des contenus fiables. Et alors moi, effectivement, qui ai travaillé à l'AFP et puis qui ai eu des fonctions de veille au sein de l'AFP pour de veille sectorielle, en fait, ça arrive à tous les médias de faire une erreur. Et donc là, ce qu'on va regarder pour les médias, c'est OK, on a fait une erreur, maintenant comment est-ce que on la corrige? Est-ce qu'on la corrige suffisamment vite? Est-ce qu'on le fait savoir à toutes ces audiences qui ont été d'abord exposées à cette erreur? Et ensuite, est-ce qu'on met en place les processus d'optimisation continue pour faire en sorte que cette erreur telle qu'elle s'est produite ne puisse plus se reproduire? J'ai commencé par le moment de droite parce qu'en fait, il faut être très clair, les médias, ça leur arrive aussi de faire des erreurs. Et donc la question, c'est pour expliciter ce que c'était que cette obligation de moyens. Maintenant, l'obligation de moyens, c'est de faire en sorte de pouvoir la corriger le plus vite possible, le faire savoir. Si je continue sur cette colonne de droite avec la question des conflits d'intérêts, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire le conflit d'intérêts pour un média? Et il se trouve que des médias appartiennent à des groupes qui eux-mêmes ont d'autres filiales, d'autres entreprises au sein de ce groupe, qui peuvent avoir différentes activités, qui peuvent être connexes ou qui peuvent être couvertes par le média. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous êtes au clair là-dessus au sein de la rédaction? Est-ce que vous avez une charte sur la gestion des conflits d'intérêts? Autrement dit, est-ce que quand vous parlez de votre propre propriétaire ou est-ce que vous parlez de entreprises qui appartiennent au même groupe que votre propre propriétaire, est-ce que vous le déclarez systématiquement? Est-ce que vous informez vos lecteurs sur ce fait-là? Et donc, évidemment, là, je m'adresse à une communauté d'investisseurs. Je pense que pour vous, c'est extrêmement important de savoir que quand vous lisez tel média d'information économique, mais pas seulement économique, mais en particulier économique, il déclare le fait que quand il couvre, il a aussi cette question de conflit d'intérêts potentiel. Autrement dit, est-ce qu'il la démine vis-à-vis de ses lecteurs, cette question du conflit d'intérêts, pour des questions de transparence? La question du traitement des sources aussi est absolument essentielle, mais je pense que Cathy, en parlant en tant que journaliste, je ne vous l'ai pas dit, moi je ne suis pas journaliste, je suis plutôt de formation économiste, arrivé dans le monde des médias pour m'occuper de questions marketing. Je pense que là, je laisserai la main à l'éditorial, comme on dit. Et je vais basculer un petit peu sur le bloc de gauche, identité, transparence. Ici, ce qu'on va se poser comme question, c'est des questions assez nouvelles, en fait, pour le monde des médias. On va demander de se mettre dans une position d'auto-exigence beaucoup plus élevée vis-à-vis des lecteurs. Aujourd'hui, les marques médias telles qu'elles étaient connues il y a 10 ans, aujourd'hui, elles sont effacées derrière les réseaux sociaux. Quand vous allez sur un réseau social, quel qu'il soit, pour repérer sur quel média vous êtes à partir d'un contenu, ça dépend des réseaux sociaux, mais quand même, assez souvent, c'est quand même
plus très facile de savoir ce qu'on est en train de lire au moment où on est en train de le lire. Et y compris sur les sites des médias, on va dire qu'il y a des efforts de transparence qui n'étaient pas forcément là parce qu'on a beaucoup compté sur nos marques. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus suffisant et qu'il faut avoir une démarche beaucoup plus proactive vis-à-vis de ces audiences, justement pour générer ce lien de confiance, pour le pérenniser à travers le temps, en fait, ce lien de confiance. Et ça peut être des choses tout bêtes. Ça peut être une voie de communication avec la rédaction. Bah, ça, on va l'exiger au niveau d'identité et transparence. Est-ce que vous avez un lien entre votre audience et la rédaction pour qu'on puisse communiquer directement? Ça peut être des choses un tout petit peu plus qui étaient moins évidentes jusqu'à présent. On va demander aux médias de faire la transparence sur leurs sources de revenus. Ben, en fait, pour la plupart des médias, qui la plupart ne font pas vraiment de diffusion de rapports d'activité parce qu'ils n'y sont pas forcément obligés, ça c'était assez nouveau en fait de expliquer finalement dans leur source de revenus, qu'est-ce qui vient de l'abonnement, qu'est-ce qui vient de la publicité, qu'est-ce qui vient du sponsor content aussi, qu'est-ce qui vient des ressources de diversification. On pense que ça aujourd'hui pour une audience, c'est des éléments qui sont absolument clés. Et puis il y a des éléments qui sont aussi tout bêtes, la date de création du média. Qui peut être en soi un critère qui va révéler de la confiance parce que je me rends compte que ce média que je ne connaissais pas, finalement, il existe depuis des années et en soi, c'est un bon comment dire, critère pour me dire que s'il existe depuis des années, bah, je peux lui faire plus confiance. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote de Le Monde qui arrive sur TikTok. Le jour où Le Monde lance son compte sur TikTok, les TikTokers se disent « mais c'est qui ce compte qui se prend pour Le Monde ?» Et oui, les jeunes les TikTokers, donc à l'époque probablement une communauté qui était plus entre 12 et 16, 18 ans, n'avaient jamais entendu parler du Monde et il y avait même une sorte de backlash qui ose s'appeler Le Monde sur TikTok. Donc effectivement, pour les médias, c'est très important de s'emparer de ce nouveau terrain-là, mais ça ne se fait pas sans heurts au départ parce qu'effectivement, c'est des gens qui parfois ne nous connaissent pas et donc il faut fabriquer, et en partant de parfois rien, comme ce cas pour Le Monde, une confiance qui peut se placer directement sur son propre site, mais aussi qui doit se déportaliser sur là où sont les audiences, autrement dit sur les plateformes de plus en plus. Donc si vous voulez, on peut avancer un petit peu plus vite maintenant. Si vous avez des questions, évidemment, je peux creuser. Là, c'est le processus de certification GTI que j'ai exposé ici, parce que je vous le disais au départ, les médias, la plupart du temps, quand on leur propose GTI, sauf les très gros médias qui ont déjà beaucoup investi sur cette relation de confiance, finalement, ne sont pas à l'état de l'art. C'est-à-dire que quand on reprend les 130 critères, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, la première chose que fait RSF, c'est de leur mettre à disposition ce questionnaire sous forme d'une application, en fait, et ils peuvent aller jouer avec l'application et se dire, je suis plutôt à 25%, 50, 75, 90%, ou miracle, déjà à 100% de ma compliance, de ma conformité par rapport à la norme. Si je suis déjà à 100% ou si je fais des efforts pour le faire, je peux aller publier mon rapport de transparence. C'est un document qui n'engage que la responsabilité du média, ni RSF, ni le certificateur, mais c'est déjà un document sur lequel le média peut communiquer, il peut mettre dans son pied de page, etc., utiliser des données qu'il a mises dedans pour en faire la communication et la publicité auprès de ses propres audiences. Et ensuite, là où ça devient, pour le coup, vraiment beaucoup plus robuste, c'est que le média est invité à faire appel à un tiers de confiance extérieur, un certificateur qui peut venir donc auditer le média dans la rédaction, comme ça s'est fait chez France Télévisions, comme ça s'est fait dans le groupe EBRA, qui va y passer quelques jours, qui va interroger à la fois, interroger à la fois les fonctions éditoriales, pourquoi pas les fonctions de gouvernance, les fonctions marketing, etc., pour être sûr que ce qui a été mis dans le rapport de transparence est effectivement exact, mais aussi que les gens y sont formés, que les gens le savent. Ce n'est pas des documents qui sont dans un drive quelque part ou, ou dans un tiroir, c'est des documents dont la rédaction s'est emparée, et à ce moment-là, on peut délivrer une certification qui est valable 2 ans. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le certificateur a des obligations à la fois vis-à-vis du média, mais aussi vis-à-vis des audiences
du média. Alors, les certificateurs, nous, on les forme, on les accrédite d'une certaine manière. C'est notre responsabilité en tant que propriétaire du schéma de la norme. C'est le vocabulaire convenu dans le cas des normes ISO. On les forme. Aujourd'hui, on peut avoir Bureau Veritas, Deloitte. L'important, c'est d'avoir des auditeurs qui peuvent auditer le média dans la langue qui est parlée dans le média, parce que, en fait, c'est quand même assez subtil comme matière, cette qu'on traite. Et donc, il faut qu'on ait, plutôt que d'avoir un mauvais anglais des deux côtés, il faut qu'on ait plutôt une matière riche pour pouvoir avoir des échanges riches entre les auditeurs et les médias. On va avancer un petit peu, oui, pour vous donner quelques chiffres. On a 2230 médias aujourd'hui qui sont inscrits dans GTI et qui sont dans 121 pays. Donc, on est pas mal en passe de conquérir le monde. On peut dire que c'est déjà clairement une norme qui est reconnue au niveau international. On a 760 médias qui ont publié leur rapport de transparence et 115 qui ont déjà obtenu leur certification. Je vais... Est-ce que vous avez... Non, si je vais revenir juste un tout petit peu en avant pour vous dire qu'effectivement, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir des médias. Il faut que cette norme soit absolument agnostique à la taille des médias, leur répartition géographique. C'est une norme qui est internationale. Donc nous, y compris en déploiement avec notre équipe GTI, quand on va sensibiliser les médias, quand on va les accompagner dans leur processus de certification, on fait aussi très attention à ce qu'il y ait des médias qui soient de service public ou privé, qu'il y ait des médias qui soient plutôt de taille plutôt très importante, et à la fois des médias communautaires, pourquoi pas au Kenya ou en Mauritanie, parce qu'il faut vraiment qu'on représente l'ensemble de la profession, et donc c'est ça qu'on a dans ce panier de 115 médias qui sont déjà certifiés aujourd'hui. Est-ce que l'enjeu est encore plus fort sur les petites, justement, les petites institutions que sur les grandes? Parce que les grandes, elles ont installé leur notoriété dans le temps, etc., leur crédibilité probablement. Est-ce que justement le label n'est pas plus important sur des nouveaux médias? Alors, c'est un excellent point. Effectivement, nous, le point de départ, c'était quand même de dire on a une question de soutenabilité. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La question de la soutenabilité est aussi là pour les très gros médias, ceux qu'on connaît. En réalité, même les médias les plus connus qu'on consulte tous les jours, je pense que si on va regarder leur taux de marge, on peut être assez surpris. Et c'est pour ça aussi que la question de la diversité des financements et des investisseurs est absolument capitale, toujours pour permettre cette pluralité dans des médias et qui puissent continuer à opérer. Mais effectivement, ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de ces questions de soutenabilité, nous, quand dans ce classement 2025, on voit ce point noir apparaître, la question de la soutenabilité, c'est principalement pour les petits médias qui, eux, n'ont pas une taille qui leur permet et une trésorerie qui leur permet de faire face à des mois consécutifs difficiles. Donc oui, cette question de la certification est particulièrement prégnante pour les petits médias. Et pour les petits médias, c'est aussi un enjeu qui est parfois plus difficilement atteignable. Il faut beaucoup plus de recours à nous. On va les accompagner beaucoup plus, soit directement chez RSL, soit par l'intermédiaire de tiers. On va leur apporter du consulting pour qu'ils puissent se mettre à l'état de l'art. En fait, là, je dépasse ça déjà ou pas? Bientôt. Alors, je vais vous donner un tout petit peu, je suis presque à bout de cette présentation-là. Il se trouve que la semaine dernière, on a reçu et Lorient Le Jour dans nos bureaux, qui vient d'obtenir la certification. Lorient Le Jour, très très beau média libanais, que tous les médias du monde suivent pour leur couverture de la zone Moyen-Orient. Et le patron de Lorient Le Jour nous a un peu raconté comment s'était passé ce processus de certification. En fait, c'est pas un petit média, c'est une rédaction d'une 60aine de personnes, donc c'est pas un petit média, mais c'est très loin d'être un gros média aussi. Par contre, ils sont très connus pour la qualité de leurs processus éditoriaux, pour la qualité de leur couverture. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans tous les médias, quelle que soit leur taille, en fait, notre ADN, c'est de couvrir. Notre ADN, c'est qu'on est déjà en retard sur l'actualité. Donc, en fait, ce processus, ces contenus, ces documents qu'il faut mettre en place pour obtenir la certification GTI, c'est du temps. On doit sortir de l'information du temps réel pour se dire, il faut qu'on se pose un petit peu, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Et ensuite, il faut qu'on l'écrive, il faut qu'on le documente, qu'on le partage, et là, on pourra aller plus loin. Et en fait, finalement, Lorient Le Jour s'est prêté à cet exercice.
Moi, je ne m'étais pas dit qu'il leur faudrait produire une vingtaine de documents qu'ils n'avaient pas, puisque c'est le cas, une vingtaine de documents qu'ils n'avaient pas pour pouvoir obtenir la certification, les produire, les diffuser. Et un des sujets, par exemple, à Lorient le Jour, qui était très important, c'était toute leur politique de sécurité en interne sur les journalistes. Cybersécurité, mais aussi sécurité physique, puisqu'effectivement, quand on travaille à Beyrouth, on peut avoir différents types de soucis de sécurité physique, soit parce qu'on travaille à Beyrouth, soit parce qu'on va sur le terrain. Et donc, pour ces médias-là, c'était effectivement capital de le faire, mais en fonction des ressources disponibles, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, ce qu'on a retenu, c'est que dans un pays qui est particulièrement difficile comme le Liban, en fait, pour la rédaction, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est bah, en fait, nous, là, en faisant ça, on ne fait plus que regarder les trains passer et continuer à regarder notre pays et nos conditions d'exercice qui sont en déliquescence. On se bat avec GTI. Quand on se met à niveau, on a l'impression d'agir. Et donc ça, c'était, je pense, un des key points de cette intervention avec eux. Et c'est là aussi qu'on s'est aperçu, y compris avec cet échange entre les auditeurs, qu'il y avait vraiment une question d'exigence et que ça avait été compliqué pour Lorient le Jour d'obtenir 100% des critères de certification. On peut avancer plus, ça je vous l'ai déjà raconté d'une certaine manière. Je pense que le sujet, si on vient juste un tout petit peu sur le slide d'avant, le sujet c'est qu'effectivement on essaye et on propose directement le dataset, hein, quand on a certifié 115 médias, quand on a des informations de qualité sur 750, 760 médias dans le monde, ça nous donne une base de données qui est très structurée avec des informations donc sur au moins 760 médias dans le monde. Nous, en fait, on a été voir les plateformes pour leur dire vous attendiez une définition internationale de ce que c'est que l'information fiable et un média fiable. Maintenant, vous l'avez et en plus, vous avez des médias dedans. Donc, Microsoft s'en sert dans Bing aujourd'hui en mettant en avant les résultats des médias certifiés. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pondérer plus favorablement le score d'autorité de ces médias-là pour les remonter dans Bing. Après, il faut regarder la réalité en face. Bing, c'est marginal dans l'apport de trafic. C'est pas Google pour l'instant. Voilà. Ouais. Et alors, ce qui est très clair depuis le mois de janvier, je pense, c'est que, y compris vis-à-vis de toutes les autres plateformes, il faut savoir que 80% du trafic des sites médias en moyenne vient des plateformes, et en particulier de Google et des différentes maisons de chez Meta. 80% du trafic des médias, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'on a un trafic qui est quand même relativement volatile. Très, très volatile en réalité. Et bon, ça peut parler aux investisseurs aussi, parce que autant ils peuvent pas forcément être investis directement dans les médias, autant ils peuvent être investis dans Meta, dans la maison mère de Google, etc., qui sont parmi les plus grosses émetteurs au monde. Eh bien, justement, nous, on a été voir ces plateformes-là. Facebook, à l'époque, s'appelait Facebook, et Google ont participé à la conception de la norme GTI. Et disons que maintenant qu'elle existe, ils sont un petit peu plus réfractaires à la mettre en place au sein de leur service pour tout un tas de raisons. Et donc, nous, prenons ce pli-là, on est allé avec RSF directement voir l'Europe pour leur dire, en fait, nous, on pense que les plateformes ont une responsabilité. Elles circulent où, la désinformation aujourd'hui ? Elles circulent chez eux. Et donc, nous, on a construit l'outil qui permet de lutter contre ça. Les plateformes sont responsables de la circulation. Alors, d'un point de vue légal, justement, il y a un sujet. Les plateformes, en tant qu'hébergeurs, ne sont pas responsables de tous les types de contenus, mis à part les contenus qui sont réellement problématiques et criminels. Et sur tout ce qui est désinformation, il y a une sorte de zone grise. Et donc, ça atterrit sur le DSA avec un code de pratique pour lutter contre la désinformation. Ici, GTI est nommé dans ce code de pratique comme un moyen que doivent utiliser les plateformes pour lutter contre la désinformation. Et disons que année après année, quand on regarde des rapports qui sont émis par chacune des parties prenantes du DSA, on reste très très largement sur notre fin. Et donc on a poursuivi le combat avec la question sur l'indépendance des médias à l'intérieur de l'EMFA, donc qui est cette loi européenne que citait Pascal tout à l'heure, où à nouveau GTI est utilisé comme critère d'identification des médias fiables. Et puis on va voir tout un tas d'autres parties prenantes, justement, notamment les donateurs, qui se servent déjà de GTI comme un instrument de due diligence, puisque le monde des donateurs est de plus en plus présent dans le monde de l'information, pour dire, voilà, je vois qu'il y a cet effort de transparence, j'ai mes informations, je peux accélérer mon processus pour, pourquoi pas, financer des projets, financer des bourses de crowdfunding vis-à-vis de ces médias-ci.
Et donc, on continue le combat vis-à-vis des plateformes. Et aujourd'hui, il se passe de plus en plus au niveau de la régulation européenne, mais pas seulement européenne, au niveau de différents pays qui sont aussi beaucoup plus en pointe. Je pourrais penser par exemple à l'Afrique du Sud, je pourrais penser au Brésil, notamment sur la mise en place de ces lois. En fait, aujourd'hui, c'est plus seulement des lois pour la soutenabilité des médias. Aujourd'hui, les États se mobilisent pour lutter contre la désinformation. Ils ont bien raison et c'est là qu'ils repèrent JTI comme un instrument pour le faire. Le Brésil avait sanctionné ces méta, hein, je crois. C'était Twitter. Twitter a été expulsé, a été banni des frontières du Brésil pendant 2 mois. Et moi, très franchement, en tant que RSF, je pense qu'on peut se demander pourquoi l'Europe, si on constate que la question de la responsabilité d'avoir un responsable légal de Twitter est un sujet aussi pour l'Europe, si on se pose des questions sur la modération des contenus sur Twitter également en Europe, personnellement, je me demande pourquoi on ne monte pas le son plus aussi. Mais bon, il y a peut-être des questions aussi d'intérêts commerciaux, etc., etc. C'est une négociation en cours un petit peu compliquée en ce moment qui freine beaucoup de choses. Chacun presse pour sa paroisse, mais effectivement, comme le rappelait Pascal à l'instant, la question, d'ailleurs, comme le rappelait Pascal aussi, la question de la désinformation est devenue absolument majeure, au point de mobiliser le Leaders Forum et en faire le premier point d'attention sur l'évolution de nos sociétés et le premier risque pour nos sociétés, 2 ans de suite. Avant même le réchauffement climatique. Quand je dis ça, ça ne me réjouit pas du tout. Hein. Et j'en ai presque fini, si vous voulez. J'ai un dernier slide peut-être. Alors, on a des partenariats, mais je passe. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que, à défaut des plateformes, il y a beaucoup d'autres acteurs qui prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la mise en avant d'informations de qualité ou la lutte contre la désinformation. Et donc, il y a des réseaux sociaux émergents, des kiosques bien connus qui mettent en avant la certification JTI, mais aussi des outils qui permettent de lutter contre la désinformation. Donc là, si vous avez des questions, j'y reviendrai peut-être plutôt à la fin, puisque je sais que je suis en train de manger du temps de personnes qui sont beaucoup plus intéressantes que moi. Donc, je vais aller peut-être directement au dernier slide, celui-ci, pardon, pour vous dire qu'en fait, revenir un tout petit peu sur les obligations des certificateurs, puisque le certificateur, je vous le disais tout à l'heure, a des obligations vis-à-vis des audiences, c'est-à-dire que le certificateur peut recevoir des claims d'un point de vue des audiences et doit les instruire. Ça, c'est extrêmement important. La question du tiers de confiance, il y a plein de manières de lutter pour une meilleure confiance au sein des médias. Nous, on s'est dit que avoir un tiers de confiance identifiable, c'était absolument clé. Et donc, ça peut être Bureau Veritas, ça peut être le réseau des ABC, que dans le monde des médias, on connaît, c'est les Audit Bureau Circulation. Donc, en France, vous connaissez, alors on ne travaille pas avec la CPM en France, mais en France, c'est la CPM. On travaille avec ABC au Royaume-Uni, mais aussi dans tout un tas d'autres pays, notamment à Taïwan, etc. On travaille avec Bureau Veritas et avec Deloitte, qui, eux, ont une superficie internationale pour délivrer de l'audit dans tous les pays du monde. Ces auditeurs-là ont aussi, une fois qu'ils ont certifié le média, une obligation de revoyure. Au bout d'un an, ils sont obligés d'aller faire un petit tour dans le média pour se dire est-ce que ça n'a pas trop changé? Et le média a aussi des obligations, changement dans la structure du capital. Il faut qu'on aille regarder si ce changement s'accompagne de changements dans la politique de gouvernance et opérationnelle du média, et auquel cas la certification peut tomber. C'est très important de le signaler. Une due diligence, c'est vivant, ça doit être mis à jour, et donc nous, on est sur des périodes de 2 ans avec des clauses de revoyure intermédiaires et des clauses qui permettent de la déclencher à n'importe quel moment, et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant pour vous. Alors maintenant, peut-être pour conclure, vous pouvez vous demander un petit peu, JTI, d'accord, et pour moi, dans mon métier, à quoi ça peut servir? Eh bien, en fait, je pense que relativement peu d'entre vous ont un portefeuille avec des entreprises médias directement à l'intérieur, mais si c'est le cas, vous pouvez le faire, mais surtout, dans vos portefeuilles d'investissement, il y a fort à parier que quasiment toutes les entreprises qui sont en gestion, ou qui sont en tout cas avec une vision dont que vous avez chez eux à travers vos interventions au comité de pilotage, au board, etc., mais ces entreprises-là investissent dans le marché publicitaire pour se faire connaître. Eh bien, là, je pense que votre rôle peut être extrêmement important pour leur demander comment est-ce qu'ils pilotent cette stratégie d'investissement publicitaire. Est-ce qu'ils font attention à ce que ça finance aussi les médias d'information fiables, et pas uniquement, parce que c'est de plus en plus le cas, et pas uniquement les plateformes qui, elles, ont un manque de responsabilité absolument criant pour le maintien de nos démocraties, puisque quand je parle de manque de responsabilité, ça peut même être exactement l'inverse. On a une responsabilité dans la circulation accrue des contenus de désinformation.
Et je pense que j'ai parlé bien trop longtemps, donc j'espère que ça vous a à peu près intéressé. Et si vous voulez, je m'arrête là. Merci beaucoup parce que tu as adressé un portrait très vaste, un scope très vaste de ces sujets qu'on aurait envie d'approfondir, mais maintenant Cathy va nous transporter dans la post-réalité. Je ne vais pas vous y transporter, on y est déjà en fait, on y est déjà tous. Donc merci beaucoup Benjamin. Donc vous avez tous compris ce que c'est JTI et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi un média comme France Télévisions a plus que jamais besoin de ce type de certification. Vous connaissez les faits alternatifs, on a vécu dedans pendant quelques années, mais aujourd'hui on est arrivé dans la post-réalité. Pourquoi la post-réalité? Parce que tout chacun peut fabriquer des réalités parallèles aujourd'hui. On a déjà décrit cet écosystème qui est celui dans lequel nous, médias, on vit aujourd'hui. Autrefois, au siècle dernier, on était les gardiens de l'information. Il y avait un seul canal de diffusion de l'information. Tout le monde pouvait être sûr que c'est France Télévisions qui vous parle à travers le téléviseur au centre de votre salon. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, nos contenus à nous, très souvent aussi, passent à travers ces tuyaux que vous voyez ici à l'écran et qui sont gérés par ces personnes-là et qui sont par hasard les mêmes personnes qui sont aussi au cœur de l'écosystème de l'intelligence artificielle dont on parle tout le temps aujourd'hui, de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence artificielle générative et qui peut nous créer, nous générer cette fameuse post-réalité de façon très très simple avec un Elon Musk, on a parlé de X, justement, qui nous dit aussi qu'il va nous réécrire l'histoire. Donc tout le monde peut faire tout aujourd'hui, tout à la fois. On a vécu c'est le réseau qui est un petit peu long. On a vécu la première disruption qui était celle de la démocratisation de la distribution du contenu. Donc, tout un chacun, on avait dit pendant longtemps, tout un chacun peut être immédiat à travers son smartphone. Chacun peut publier du contenu sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle générative, on vit cette démocratisation de la production de contenu. Donc, tout un chacun peut produire du contenu plus vrai que la réalité à grande échelle, que ce soit du texte, des images, du son, ou de plus en plus de la vidéo. Internet est de plus en plus rempli de ce qu'on appelle du slop, donc qui est le nouveau spam pour les anciennes générations, donc qui est du contenu de moindre qualité fabriqué par l'IA générative. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, médias de confiance, normalement? C'est qu'on se retrouve en fait au sein, à côté, au même niveau de contenu de moindre qualité et à grande échelle. Et donc, on est de moins en moins visible et on a cet enjeu-là d'être de plus en plus visible. Puisqu'aujourd'hui, Google, par exemple, ne met pas forcément en avant des médias de confiance plus que des médias qui se fabriquent à grande échelle grâce à l'IA générative et de façon complètement automatisée, juste en cherchant du clic. NewsGuard nous a déjà compté les sites fabriqués par IA, générés par des IA non fiables. Donc, il y en a de plus en plus. Et on a vu aussi que non seulement des sites Internet, mais même au sein des grands modèles de langage, donc au sein des chatbots comme OpenAI, on a déjà de l'influence étrangère qui est en train de s'exercer. Et donc, chacun peut croire ce qu'il veut et on a vraiment du mal à être visible dans ce nouveau paysage, nous, en tant que médias de confiance. On est face à des technologies qui aiment halluciner, qui fonctionnent avec des distorsions, même si on les nourrit avec des contenus de qualité. Donc, il y a cette étude de la BBC qui a été publiée il y a quelques semaines, qui a démontré que même en alimentant les IA génératives avec des contenus de la BBC, donc avec leurs propres articles vérifiés, le résultat en sortie dans ces technologies est quand même pas 100% fiable, puisqu'on a sur 1 sur 5 résultats des erreurs factuelles qui sortent, et on a sur 1 sur 10 des citations erronées. Pour ceux qui utilisent un petit peu les chatbots, vous l'aurez vu vous-même, l'IA générative est incapable de vous sortir des citations justes dans des textes et est aussi incapable de comprendre ce que c'est un fait
puisque l'IA générative est donc par sa technologie en fait de mathématiques, d'imaginer à peu près ce qui va être probable comme résultat, est complètement à l'encontre du journalisme et des faits vérifiés. C'est tout le contraire en fait. On est aussi dans ces IA de plus en plus dans les émotions qui essayent donc de nous attacher à travers des émotions. Et on a donc ces questions éthiques qui se posent sur, pour nous, médias, où est-ce qu'on met le curseur d'utilisation de ces nouvelles technologies pour que l'on reste crédible et pour que l'on garde la confiance de nos publics? Est-ce qu'on va se lancer dans quelque chose comme ces stations de radio en Pologne qui a mis en place des animateurs virtuels qui ont interrogé des personnes décédées? Donc, des questions que l'on se pose peut-être pas toujours assez au sein des médias quand on est en train de courir après les nouvelles technologies, quand on veut être toujours moderne, sans se demander quel impact aura cette utilisation des nouvelles technologies sur nos audiences et sur le public et sur la société en général, de toute façon. Vous aurez vu, les moteurs de recherche deviennent de plus en plus des moteurs de réponse. Donc, on est en train de voir que la courbe de recherche Google est en train de descendre et est en train de se faire remplacer par des chatbots où on a directement le texte, le résultat dans la réponse. Donc, ça ressemble à ceci. Par exemple, on le connaît de Perplexity AI. Vous n'avez plus du tout besoin de cliquer sur un site internet, aller sur un site internet et donc on a directement le résultat en lecture ou sous forme de son ou audio, tout ce qu'on dit. Ces moteurs de recherche se présentent même comme des moteurs de raisonnement. Ils sont en train de nous expliquer comment on raisonne. Donc, toujours aussi dans cette anthropomorphisation de l'IA générative qui essaie de se présenter comme un humain digne d'intelligence et digne de confiance, toujours. Moteur de recherche profonde, même on a maintenant des possibilités de faire des recherches profondes sur plein de sites en même temps, un peu comme un journaliste sur plein de sources de recherche en même temps que le moteur de recherche, soi-disant, est en train de recroiser, ce qui n'est absolument pas le cas de toute façon dans la vie réelle quand vous allez tester ce type de recherche. Et nous avons les Google AI Overviews qui sont un petit peu partout dans le monde déjà et qui remplacent nos clics sur les sites internet, puisqu'on a vu que le referral des search engines est vraiment en train de baisser à mesure que le trafic sur les chatbots augmente. Pour l'instant, il paraît que les chatbots prennent toujours en compte des critères quand même plutôt positifs, comme le fameux EEAT, donc l'expérience, l'expertise, l'autorité, la fiabilité. Donc, si on est un site de confiance, on sort quand même mieux. Dans les chatbots, donc pareil, la qualité du contenu semble compter là-dedans, mais il n'y a pas que la qualité du contenu. Il y a Médiamétrie qui a sorti des chiffres dernièrement aussi sur l'utilisation de ces chatbots déjà en France, donc comment nos contenus médias arrivent en fait auprès de nos publics. Et on a vu que 50% des Français ont déjà utilisé un service d'IA générative. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus utilisé chez les plus jeunes générations qui sont toujours les premiers qui adoptent les nouvelles technologies, surtout des technologies aussi ergonomiques et aussi faciles d'interaction et d'utilisation comme les chatbots qui peuvent tout faire en un. En plus, quand on va sur un ChatGPT, on a toutes les fonctionnalités, pas que l'information. Mais il paraît qu'il y a la plupart des gens en France, en tout cas dans cette étude de Médiamétrie, qui vont sur ces chatbots pour chercher des informations. Donc, on est vraiment dans une disruption dans les rédactions qui est un petit peu le numérique, nos sites internet, c'est peut-être le nouveau print, on est en train de disparaître. Bon, on est toujours utile pour alimenter ces IA génératives, mais en tout cas, peut-être qu'on va un peu réfléchir à c'est quoi le nouvel article. La forme de consommation de l'information est en tout cas vraiment en train de changer. Et on se pose tout cette question, est-ce qu'il faut bloquer ou pas bloquer les IA génératives? Donc, je viens de sortir du Race Summit qui est juste à côté au carrousel du Louvre où on nous a dit, de toute façon, si vous bloquez, on accède quand même aux data et c'est totalement
obsolète d'imaginer, de penser de cette façon-là, de vouloir protéger vos contenus puisqu'ils appartiennent à tout le monde. Donc, typiquement, on n'est pas forcément dans un cercle d'investisseurs responsables qui sont réunis à cet endroit-là. Mais en tout cas, nous, médias, on se pose cette question et certains médias sont en train de signer un à un des pactes faustiens un petit peu du diable avec ces interfaces d'intelligence artificielle générative pour être toujours sûr d'y apparaître. On l'a vu par exemple avec Mistral et avec l'AFP comme exemple en France. Ce qui est vraiment assez impressionnant dans ces technologies, c'est qu'on peut très très facilement y accéder, on l'a déjà dit, et surtout on peut très facilement manipuler à la fois du texte, des images, de la vidéo, du son. Donc on peut faire parler Anne-Sophie Lapix ou sinon aujourd'hui la nouvelle présentatrice JT le 20h dans différentes langues d'une part, mais on peut aussi utiliser ce même son pour un autre présentateur qui a été détourné complètement sur les réseaux sociaux et donc, à qui on a fait faire la promotion de MrBeast qui n'a jamais fait. Et on a vu aussi, on a parlé tout à l'heure de protection, que grâce à l'IA générative, on peut aussi très facilement déflouter le témoin que l'on a dans des documentaires. Donc là, ça c'est tout un tas de choses qui montrent qu'il est important en fait de suivre pour un média comme France Télévisions cette nouvelle technologie, de les anticiper et donc de continuer à être transparent et à nous faire confiance comme on a aujourd'hui. Est-ce que nous, par exemple, quand on utilise ces technologies, on l'affiche clairement, comme dans ce documentaire sur les jeunes femmes d'Iran, on a utilisé la technologie du deepfake pour afficher clairement que ces images ont été modifiées par IA. Est-ce qu'on a besoin demain d'un label info bio? On se pose la question. Pour labelliser en fait les contenus qui sont fabriqués par des humains face à des contenus labellisés, des contenus qui sont faux, parce que de toute façon, les faux vont bientôt être beaucoup plus en surnombre que les vrais contenus. Donc, on est plutôt dans cette démarche de labelliser le vrai, le média de crédit à travers signature, crédit, des labels, comme justement le Journalism Trust Initiative, qui démontre la démarche vertueuse que l'on a, mais aussi à travers d'autres labels comme celui-ci du C2PA et le Content Credentials, qui nous permet en fait de montrer tout simplement le chemin de fabrication de contenu, de la production d'un reportage par la rédaction de France Télévisions jusqu'à l'affiche tout un pas. Chacun peut regarder et consulter sur les différents médias. Vous avez vu, il y a aussi la nouvelle charte de Paris de journalisme avec de l'IA dedans. Et France Télévisions a été parmi les initiateurs de ce papier de News Integrity and the Age of AI, qui a été adressé justement en commun, en collaboration et à travers l'IBU aux géants de la tech pour justement les faire bouger sur un certain nombre de lignes, dont celle il faut que notre marque soit toujours visible, il faut qu'une diversité de sources de médias apparaissent dans ces nouvelles interfaces et dans ces nouvelles plateformes. La plupart des gens souhaitent que l'on affiche qu'on utilise l'intelligence artificielle. Il y a aussi un revers de la médaille qui est, à partir du moment où on le fait, finalement, ils perdent un peu la confiance dans tout le média en général. Donc, il y a vraiment un curseur à trouver dans cette transparence et dans cet affichage de la transparence. Et on le sait aujourd'hui, les contenus deviennent de plus en plus liquides puisqu'on est aujourd'hui en fait capable de passer très simplement d'une image à une vidéo, à un texte et de transformer tout ça et de le rendre accessible aussi technologiquement à un plus grand nombre d'utilisateurs. On appelle ça un peu dans le jargon des médias les formats liquides, puisqu'en fait on peut naviguer vraiment facilement d'un format et même être la star Netflix de soi-même. Et demain, on aura de plus en plus en fait pas du tout l'accès direct à nos contenus, mais on sera en interposition en intermédiaire avec des agents. Tout le monde parle des agents. Donc, il y a à la fois les agents qu'on utilise à l'intérieur des entreprises, mais il y a les agents que chaque utilisateur privé aura aussi à sa disposition, qui va lui-même, en fait, aller chercher l'information et lui présenter l'information. Donc, il est d'autant plus important d'avoir cette labellisation et d'avoir ce brand de confiance pour être toujours visible dans ces nouvelles interfaces et d'être un média qui
et dans la recherche de l'excellence et dans la recherche de la confiance à travers notamment, par exemple, des services qu'on a à France Télévisions, qui sont les révélateurs, qui est le service d'investigation visuelle de France Télévisions. Pas visuel parce qu'on traite surtout des images et parce qu'il y a plein d'autres qui font ça très très bien sur du texte. Et la seule façon de pouvoir être vraiment dans une approche holistique, c'est aussi de le faire à travers nos contenus. Donc, c'est dans nos contenus aussi que l'on doit être d'excellence et c'est dans nos contenus aussi que l'on doit expliquer ce nouveau monde et c'est ce qu'on fait pour tous les âges, encore une fois, puisqu'on a des émissions d'information pour les plus jeunes comme Mission Info Pro que l'on vient de lancer. On doit donc éviter ce genre de problématiques qu'on a vu ici avec ce type d'image qui a été utilisée dans une émission de France 5 qui a été générée entièrement par l'IA générative, partiellement, soi-disant. Mais là, donc, on voit très bien que c'est une image générée à la va-vite et donc typiquement, normalement, c'est interdit dans notre charte d'utilisation à France Télévisions. Donc, c'est très important d'avoir une charte, mais c'est aussi très important de pouvoir l'appliquer auprès de toutes les rédactions à France Télévisions. Et c'est ce qu'on fait aussi avec beaucoup de travail d'accompagnement au sein de France Télévisions, avec des conférences, des tables rondes, des formations que l'on a mises en place, et surtout avec nos actions d'éducation aux médias que l'on mène auprès des étudiants, des écoles, des élèves, des académies, mais aussi de plus en plus, et c'est de plus en plus important, de m'aider aussi auprès des adultes, puisqu'en fait, ce sont surtout les adultes qui doivent accompagner les jeunes dans la vie de tous les jours, comprendre ce nouveau monde de la post-réalité. Et on travaille aussi, bien évidemment, avec le NIBIU pour un certain nombre de rapports pour comprendre les initiatives à mener pour garder et maintenir un journalisme de confiance. Merci beaucoup, c'est passionnant. Passionnant. Tous les deux, c'est passionnant ce que vous nous racontez. Hein. Et ça va probablement un peu plus profondément que l'image qu'on s'en fait, nous, dans la communauté des investisseurs, de granularité. C'est assez effrayant. Hein. Je pense qu'on a souvent ces conversations dans nos groupes. Alors, on a aussi un groupe de travail sur l'IA aujourd'hui, pour les investisseurs, pour savoir comment il fonctionne. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA, notamment pour la captation des données qui existent, qui sont données par les entreprises, qu'on peut récupérer. Mais là, on sait qu'on est dans un univers fermé. On sait que c'est la donnée de l'entreprise, donc on peut avoir à peu près confiance dans la manière dont on fait tourner les modèles. Mais ce qu'on essaie aussi de voir, c'est comment est-ce que les investissements, enfin les entreprises dans lesquelles on investit, utilisent l'IA en opportunité, en risque, et essayer de comprendre. Notamment, on questionne le CAC 40 cette année sur cette manière de gouverner l'intelligence artificielle. Mais bon, moi je trouve ça un monde un peu effrayant. J'espère qu'on arrivera à en faire quelque chose de sérieux. Je me permets une toute petite note intermédiaire. C'est vrai que l'IA est un outil. Donc, on va pouvoir décider ce qu'on en fait. L'IA est un outil qui est quand même bâti très largement en dehors des frontières européennes. Et là, on peut se demander aussi, avec évidemment, quelle vision du monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très clair sur l'utilisation des contenus d'information. Aujourd'hui, il y a il y a un vrai obstacle à faire payer les plateformes pour utiliser nos contenus. Cathy demandait, est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on reste pas ouvert? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est dans une ambiguïté. Et vous êtes dans une ambiguïté dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais en fait, prendre un abonnement aux médias, bah, c'est comme ça qu'on finance la presse. Sauf pour le service public, là, vous payez la redevance ou comment ça s'appellera demain. Mais en tout cas, prendre un abonnement aux médias, c'est participer directement de cette soutenabilité. Ce que ça veut dire, c'est qu'en général, les médias qui sont sur abonnement, ils ont leurs contenus qui sont fermés. Et donc, les médias qui sont potentiellement très fiables, parce que justement, ils ont les moyens de faire de l'information fiable et les réservent à leurs abonnés, bah, finalement, ces contenus-là n'apparaîtront pas sur les services d'intelligence artificielle. Bien, pas bien, en tout cas problématique, puisqu'on a tout un tas de sources qui ne sont pas couvertes par ces services, auxquels les gens ne font pas forcément attention qu'il y a telle source qui est crawlée et telle source qui ne l'est pas. Eux, ils ont une réponse qui leur apparaît sous les yeux, et comme l'a très précisément montré Cathy, un élément sur 5 dans une réponse qui est faux, ça veut dire que 20% du contenu est faux. Hein. Donc, on regarde une réponse et en fait, 20% du contenu est faux. Parce que c'est des moteurs qui sont probabilistes. La vérité, ils ne savent pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est faux tout le temps, mais ça veut dire que c'est déjà faux à 20%. Et donc, c'est un vrai sujet. Alors, en particulier, je pense, dans une communauté d'investisseurs où la question de la véracité de l'information est absolument clé pour prendre des décisions éclairées. Pardon pour cette insiste. Non, mais c'est important. Sébastien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre invitation déjà. Et puis, donc moi je représente le groupe EBRA.
Alors, le groupe EBRA, c'est le premier groupe de presse quotidienne régionale en France. Il est implanté sur la façade est de la France et il est surtout connu par ses marques. Ces marques, c'est un des deux plus anciens journaux de France, le journal de Saône-et-Loire, fondé il y a 199 ans. Et donc, depuis 199 ans, et ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, nous, on a des marques historiques qui contribuent aussi normalement à la confiance et qui sont bousculées aujourd'hui dans ce sens-là. On a le Progrès, basé à Lyon, qui a lui plus de 165 ans, et d'autres marques, l'Est républicain, les dernières nouvelles d'Alsace, le bien public, ils ont tous les trois plus de 130 ans, et puis les journaux issus ensuite de la suite du premier conflit mondial ou évidemment à la sortie de la Libération. Et donc on a le Républicain Lorrain, Rouge Matin, l'Alsace ou le Dauphiné à Grenoble. On a aussi le groupe EBRA, c'est aussi des pure players. C'est le groupe Humanoïde, peut-être que vous le connaissez, composé notamment de Frandroid et Numérama. C'est deux médias un peu tech qui sont assez connus et assez leaders sur leur secteur et sur leur segment. Évidemment, on a une régie publicitaire et souvent, vos clients passent par des régies publicitaires, alors soit des régies nationales, soit plus en local des régies publicitaires. Et donc, on a une régie pour l'ensemble du groupe EBRA. Et puis, parce qu'il faut qu'on ait des revenus, on va y revenir, un des enjeux pour les médias, et notamment les médias de la presse issus de la presse écrite, l'enjeu de l'équilibre économique, de l'indépendance économique, elle est importante. Et donc, on a une diversification aujourd'hui importante du côté de l'événementiel avec la filiale EBRA Events, qui propose à la fois des prestations de services, des séminaires ou des grandes incentives, et puis en même temps qui produit ses propres événements, notamment, je vais en citer deux, trois très connus. Tech and Fest, c'est un peu un Vivatech version Grenoble, avec notamment, c'est basé sur l'écosystème de techno et tech de Grenoble. On a Ici on agit. Et là, ça vous fait écho, puisque Ici on agit, c'est une marque et un événement qu'on fait à Lyon, à Nancy ou à Strasbourg tous les ans, qui lui réunit sur la journalisme de solutions à la base et qui développe tout un tas de solutions sur de transformation durable, etc. Et puis, juste pour en citer deux autres, le Go Entrepreneur, peut-être que vous le connaissez, ça se passe à Paris et ça réunit aussi tous les acteurs de l'économie et des entrepreneurs, et puis le Forum national des associations et des fondations, dont certains, je sais, parmi les membres de votre association sont membres indirectement, puisqu'ils ont des fondations aussi. Voilà, ça c'est le groupe EBRA. Le groupe EBRA, c'est quoi? C'est d'abord un actionnaire unique, qui est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et donc qui nous garantit à la fois un soutien économique et surtout, et on insiste souvent dessus, et Daniel Ball, le président, le rappelle régulièrement, une indépendance des rédactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une chance, nous, c'est que, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres groupes de presse ou groupes médias, le Crédit Mutuel actionnaire n'intervient pas sur les contenus et n'en fait pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel il n'est pas acteur, il ne souhaite pas l'être et il le défend. En revanche, évidemment, c'est notre actionnaire et donc la notion d'économie, et on y reviendra, est importante. EBRA, c'est 3500 collaborateurs, dont 1400 journalistes, et finalement c'est une des plus grosses rédactions de France, derrière celle de France Télévisions, mais par exemple devant celle de Radio France. Alors que Radio France, c'est à peu près 850 journalistes. Nous, sur les 1400, on en a 1200 salariés, donc qui sont vraiment, à peu près 200 pigistes qu'on appelle. Mais voilà, nous, notre corpus, c'est 1200 journalistes salariés, et ça répartis sur à peu près 100 sites, sur 23 départements et 3 grandes régions. Voilà, c'est un peu les chiffres du groupe. On est frontalier à 5 pays, la Belgique, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Et en termes d'audience, on est aujourd'hui à 800 000 exemplaires papier au quotidien, diffusés sur ces 23 départements, à peu près 5 millions de visites par jour et 20 millions de pages vues. Notre caractéristique, c'est un journaliste de terrain. C'est-à-dire que nous, la particularité, c'est que nos journalistes, ils vivent avec ceux dont ils parlent. Ils vont au tribunal, ils vont au stade de foot,
ils font les papiers, ils font les reportages, ils côtoient le citoyen au quotidien et il va le croiser quand il va faire ses courses le dimanche, le samedi dans le supermarché ou quand il va à la sortie de l'école, il va croiser des gens dont il a parlé. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique de l'information de proximité qui nous touche et dont c'est le cœur même de notre activité. On a une raison d'être, agir pour le renforcement, pour renforcer les liens de confiance entre les acteurs des territoires. Donc on est aussi là pour faire de l'information auprès et valoriser ça. Et on y vient à cette dimension qui est que, en fait, on a, par exemple, 15 journalistes dans la Meuse. 15 journalistes dans la Meuse, 170 000 habitants, 570 communes. Ça vous donne la notion de l'importance de ce qu'on est et on contribue à ce maillage de l'information de notre territoire. Et tout à l'heure, Benjamin évoquait le rôle de l'information en tant d'acteur de la démocratie, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, madame, c'est vraiment le cœur de notre action. C'est-à-dire qu'on est là pour raconter ce qui se passe au bout de la rue et c'est une information, on est là pour faire vivre le débat et on défend la démocratie au quotidien. Et il y a des médias nationaux qui vont rapporter l'actualité nationale. Nous, on va la décliner, aller voir et raconter l'importance qu'elle peut avoir au quotidien. Mais on va aussi faire d'une actualité qui va se passer dans un département rural, dans une petite commune de 50 habitants, un événement national et que d'autres vont s'en saisir, puisque l'information aujourd'hui, elle est accessible. Et Cathy en a beaucoup parlé sur cette liquidité de l'information. Nous, on a choisi aujourd'hui de défendre ça. Le citoyen, aujourd'hui, il est enfermé dans des bulles informationnelles et on a cet enjeu de montrer qu'on est des tiers de confiance dans l'information. Tiers de confiance parce qu'en fait, on a des règles déontologiques, on a des journalistes professionnels qui vont jusqu'à la petite commune. Juste pour vous dire, je ne sais pas si vous le savez, la commune là où se trouve le Suaire de Verdun, c'est une commune de 10 habitants. Et en fait, il se passe un événement, c'est un des lieux touristiques majeurs, et nous on raconte la vie aussi des 12 habitants. Ils ont un conseil municipal, on va suivre le conseil municipal, qui n'a rien à voir avec la dimension incroyable de ce site. Et donc, voilà, c'est ça qui fait que ce qu'on fait est ce qu'on est. Et on a choisi donc parce que on veut informer les gens, on le fait avec une vraie démarche journalistique comme le font les journalistes de France Télévisions et des autres médias. Mais nous, on a aussi voulu l'affirmer et se mettre à l'épreuve de la JTI. Et donc, il y a plus de 2 ans et demi, on a entamé le processus pour obtenir la certification parce que on estime qu'aujourd'hui, labelliser l'information, prouver et être en capacité de montrer que l'information, elle est faite dans l'art, dans les règles de l'art, et parce qu'on est justement dans ce monde de désinformation, ce monde d'influence aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de désinformation, on oublie aussi de parler parfois du rôle de l'influence sur nous et sur nos médias, de la pression qui s'exerce de plus en plus forte sur les journalistes, sur les médias. Et donc la chance, c'est pour ça que je reviens et je fais une boucle sur cette indépendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élu pas content, qu'il soit, va appeler la direction générale, va appeler le rédacteur en chef pour lui faire pression pour ne pas que ça sorte, comme certains le font avec les reporters de France Télévisions. On a la chance de pouvoir nous dire, c'est pas grave, nous on y va. On a perdu des marchés financiers. Aujourd'hui, en termes financiers, ça nous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par an de publier des articles. Et on le fait quand même. On a un grand distributeur qui nous a privé de l'équivalent d'un budget de 350 000 euros du jour au lendemain parce qu'on avait relaté le fait qu'il avait perdu un procès contre un de ses salariés devant non seulement devant toutes les juridictions, mais il avait même porté la chose devant la cassation. Il a perdu, et donc c'était du harcèlement, etc. Enfin, c'était assez violent, et donc il n'a pas du tout aimé qu'on le parte du jour au lendemain. 350 000 euros qui ont été supprimés. Et
350 000 € la première année, la deuxième année, et ça court toujours. Hein. Donc voilà, c'est des gros impacts, mais on a cette volonté de défendre, c'est l'élu qui vient vous voir et qui n'est pas content parce que vous avez donné la parole à son opposant. Et je parle d'une ville de plus de 100 000 habitants. C'est pas. Moi, j'ai aussi vécu par le passé, puisque je suis journaliste j'ai fait ma carrière aussi dans différents secteurs. Moi, j'ai un sous-préfet qui un jour m'a appelé, m'a dit: je sors de voir le maire d'un village de 1300 habitants. Il m'a demandé: est-ce que je te licencie? Maire, élu, français, voilà. Alors que c'est dire en fait combien aujourd'hui les équipes, le journaliste peut être menacé et donc nous, le GTI, ça s'inscrit aussi dans cette démarche-là. C'est-à-dire que nous, on a des règles en relevant la norme et en même temps, ça s'inscrit dans une démarche globale du groupe EBRA, une démarche RSE, puisque on en parlait tout à l'heure en préalable. Souvent, dans la transformation durable, on regarde beaucoup tout ce qui est la décarbonalisation, tout ce qui concerne les investissements dans l'énergie renouvelable, dans des démarches, etc. Mais en fait, pour nous, la RSE, ça va au-delà de ça. Et donc, on a mis en place sur EBRA une politique de certification. Donc, on l'a fait aussi, par exemple, pour notre filiale événementielle, qui est une filiale à bas impact, et même plutôt un impact positif. Et on est certifié avec la norme ISO 20121. On a le label Positive Compagnie et on a déjà publié le rapport de durabilité, alors que c'est normalement obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Nous, on l'a déjà fait parce qu'on a cette volonté de s'inscrire dans cette labellisation, dans ces démarches, de montrer aussi comment on travaille et qu'on est engagé. Et donc GTI s'inscrit dedans. GTI parce qu'en fait, on trouve que cette initiative contribue à alimenter la confiance, contribue à montrer ce qu'on est capable de faire, comment on le fait, et à donner aux investisseurs, demain aux annonceurs, des gages. Venez chez nous, vous investissez, vous soutenez un journalisme de qualité, un journalisme engagé, un journalisme qui fait son métier, qui contribue au débat démocratique, à soutenir la démocratie. Aux États-Unis, plus de 400 comtés aujourd'hui n'ont plus de presse locale. On regarde, et si on fait le parallèle, vous mettez les parallèles de deux cartes entre la montée des périls et la montée du populisme et les difficultés même économico-sociales, parce que ça va au-delà du fait qu'ils trouvent Trump ou pas, ça, économiquement, socialement, ces comtés-là se sont dégradés plus vite que les autres. Donc l'importance du relais de la presse, y compris en local, est extrêmement important. Et c'est pour ça que ça me fait une petite, évidemment, transition vers la notion d'équilibre économique. L'indépendance journalistique ne peut exister sans une indépendance économique. Dans le privé, c'est fondamental. Si les équilibres des entreprises ne sont pas à l'équilibre ou dégagent un EPE suffisant, nous, on a la chance, avec le Crédit Mutuel, de ne pas avoir une exigence de dégager une marge de l'impôt. De toute façon, même si vous voulez, on n'arriverait pas, puisque c'est compliqué. Mais en revanche, il nous dit, vous êtes une entreprise comme les autres. Vous faites un produit pas comme les autres, mais vous faites une entreprise comme les autres. Et donc, l'entreprise, pour assurer sa pérennité, elle doit avoir un équilibre économique assuré. Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, que aussi, nous, on se bat au quotidien pour montrer que l'information a une valeur. Avoir une valeur dans l'information, c'est payer des journalistes. Si je ne peux plus les payer, à un moment donné, je vais être obligé de faire un plan social, je vais être obligé... Or, un journaliste, ça ne s'invente pas. C'est un métier, il faut qu'il passe du temps pour travailler, collecter l'information, la raffiner, la vérifier, la contre-vérifier, parce que parfois, il faut aussi prendre du temps pour aller chercher plusieurs sources pour la confirmer. Et donc, ça a une valeur, n'importe qui travaille et n'importe... voilà. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que GTI nous a permis, nous, d'aller vers ça, de prouver qu'on a des règles de relation aussi avec l'audience, mais en même temps, de dire à l'audience, même si vous n'êtes pas d'accord, nous, on sait que le travail, il est bien fait. En fait. Parce que même si on met des fois le nez sur le pot de confiture, on va quand même nous dire qu'on a tort. Et aujourd'hui, avec
développement de tout ce qui est désinformation. Une info fausse circule 10 fois plus vite qu'une info vraie. Et faire un correctif sur une info fausse et plus rapidement, totalement passe sous les radars qu'une info fausse. Donc c'est un peu la lutte David contre Goliath, en fait. On est un peu voilà, en permanence dans ça. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a choisi de faire ça, on a choisi de s'inscrire, nous, dans une politique globale RSE et de mettre GTI dedans, et donc aussi d'expliquer que pour nous, ça a aussi été un facteur d'amélioration de nos pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la norme dont a parlé Benjamin, pour la relever, le premier draft montrait qu'on était quand même plutôt pas mal. Mais néanmoins, on a décidé d'en faire avec, à l'époque, Philippe Carly, qui était président du groupe EBRA, maintenant Sophie Gourmelin, qui arrive au début septembre. On a décidé d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'on a décidé d'en faire un moteur d'accélération pour le groupe EBRA, notamment pour les rédactions du groupe EBRA, qui, comme je vous l'ai dit, composait de 9 titres différents. Donc on a certifié les 9 titres pour certifier le groupe. Et pour faire ça, on a décidé aussi d'aller sur une charte éditoriale commune. Jusqu'à présent, on avait chacun un peu notre charte. Puis on s'est dit, c'est quand même l'occasion de dire, de montrer aussi la cohérence, parce qu'à un moment donné, avec la diffusion de l'information, l'élargissement des audiences, le lecteur de Dijon, qui a comme journal le bien public, et le lecteur de Besançon, qui a l'Est républicain, ils sont même pas à 60 km l'un de l'autre. Ils peuvent voir des contenus qu'on se partage, parce que l'intérêt, c'est d'enrichir l'expérience lecteur, et donc quand il y a une bonne info à Dijon qui peut intéresser les gens de Besançon, on va leur donner. Mais s'il n'a pas les mêmes règles, c'est ridicule, en fait. Donc on a décidé d'harmoniser une charte à l'occasion de GTI, et puis tout ça, après, derrière, ça a découlé. On a aligné notre charte éditoriale, et puis derrière, on a décidé d'aller plus loin, on a fait une charte de la parité des contenus. Donc là, on a des indicateurs qui nous permettent de surveiller qu'on va être plutôt bienveillant et en tout cas dans l'égalité entre donner la parole aux hommes et aux femmes, chaque genre, et aussi les questions de genre, on a donné des règles. Et ça a été poussé par nos équipes. C'est-à-dire que les équipes, au départ, on leur a dit on fait GTI, on leur a présenté une nouvelle charte qui reprenait grosso modo tout ce qu'ils connaissaient, hein, mais simplement c'est devenu la charte du groupe EBRA. Et il y en a qui nous ont dit, même on pourrait aller peut-être plus loin, faites une charte de parité. Donc, notamment nos jeunes collaborateurs, qu'on peut embaucher, nous ont un peu challengé là-dessus. Donc, on leur a dit chiche, on a fait ça. Et puis, par exemple, on adhère aussi à ce qu'il y ait davantage de femmes dans nos rédactions sportives. Par exemple, typiquement, les rédactions sportives, pendant des années, c'était 100% masculin. On n'avait pas de candidature féminine, ou quand il y en avait, les pauvres, elles n'étaient pas très bien acceptées. Donc là, avec l'évolution sociétale, on a aussi poussé à ça, et donc on a rejoint la charte faite par l'association des journalistes de sport, femmes de sport. Et puis, dans la foulée, on a mis aussi, après, on n'était pas obligé de le faire pour la charte, pour la norme GTI, mais toujours pour améliorer le lien avec l'audience, on a mis un bouton signaler une erreur sur tous nos articles. Alors, il y a eu un peu besoin de développement, développement un petit peu pour le faire, donc c'est tombé là il y a 8 mois, fin d'année dernière, mais on sait qu'on répondra à la prochaine, lorsqu'on est en train de travailler là sur le renouvellement de la certification, on va pouvoir ajouter cet élément qu'on a clairement imaginé au moment de la certification. Et puis, évidemment, on a en place une charte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, où aujourd'hui, on considère que nous, l'intelligence artificielle, ça doit être utilisé pour assister et accompagner nos équipes éditoriales, pour assister et accompagner l'expérience de nos lecteurs, consommateurs d'informations, mais en respectant des normes éthiques. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a plutôt pris le parti de ne pas publier d'images fabriquées par le LIA. L'expérience que fait France Télévisions sur le floutage du reportage était vraiment...
trouvais ça génial. Mais voilà, ça c'est peut-être l'exception sur laquelle on va aller, parce que effectivement, comme aujourd'hui on est toujours dans cette course à l'échalote, on est toujours en retard, et donc vous, pour rattraper un peu enfin, on est toujours dans cette de retard, et au final, il y a toujours un temps d'avance. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le floutage historique, comme vous avez dit tout à l'heure, Cathy, ne fonctionne plus. Donc, on est en train de lutter aussi contre des nouveaux périls, qui fait que quand on garantissait l'anonymat, eh ben, on le reperdait. Aujourd'hui, on peut plus le faire. Alors, ça peut être dramatique pour certaines personnes qui témoignent, une femme battue, enfin voilà, alors que le témoignage est éclairant pour la société. Donc on a besoin de ça. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis aujourd'hui, on a une vraie inquiétude, et on l'a effleuré aussi, c'est sur l'invisibilité de nos marques. C'est-à-dire qu'on parlait, je vous disais, moi au sein du groupe EBRA, nous avons 1400 journalistes. Mais l'information, avec la curation, avec les IA qui viennent avec Overview, qui viennent nous faire des résumés, les résumés ne mettent plus. Vous demandez qu'est-ce qui s'est passé dans le premier arrondissement depuis 24 heures, il va vous faire un résumé de ce qui s'est passé, ils vont venir piocher, en dépit de tous les codes qu'on peut mettre pour nous protéger, ils viennent quand même chercher, et ils vont mettre, si vous voulez en savoir plus, petit 1, petit 2, petit 3. Mais on ne voit plus la marque... Le Parisien, France Télévisions, etc. Et donc, pour nous, c'est un danger aussi. Et donc, la certification, nous, on y croit. On y croit d'autant plus que derrière, si les investisseurs publicitaires, notamment investisseurs, poussent aussi les activités publicitaires à s'orienter vers ces médias certifiés, mais en même temps, potentiellement, il faudra qu'on arrive à pousser auprès des autorités de régulation que finalement remettre en avant un peu les marques, c'est garantir l'avenir. Parce qu'une fois qu'ils nous ont, si derrière on va au bout de la démarche, zéro trafic, zéro publicité, donc crise économique, et tout à l'heure Benjamin en parlait dans son propos introductif, disparition de médias. Disparition de médias, si on n'est pas adossé à des grands groupes ou ça va aller beaucoup plus vite. Si, même avec les grands groupes, à un moment donné, les actionnaires peuvent être bienveillants compte tenu de la difficulté du secteur, de la transformation du secteur, mais on ne peut pas non plus passer leur temps à remplir un tonneau des Danaïdes. Donc, comment on avance, quoi. Et si les IA, à force de piocher dans nos contenus, finissent par nous assécher, ils n'auront même plus rien à s'auto-alimenter. Donc, et tout ça génère un problème pour la démocratie. Et donc, comment aujourd'hui on défend la démocratie aussi par l'intermédiaire des médias et par l'intermédiaire du travail de journalisme certifié. Et donc, voilà. C'était un peu notre sujet du jour. Bah voilà. J'ai essayé de... Voilà, très bien. Et je vois le temps, il est 12h59, donc on est vraiment au terme du temps qu'on avait prévu ensemble. J'ai mis un mot dans le chat pour dire éventuellement toutes les questions qui peuvent vous venir. Vous pouvez nous envoyer par email, on vous les transmettra le cas échéant pour compléter. Oui, il est 13h, donc je pense qu'on va libérer tout le monde. Et bon appétit pour ceux qui sont encore là, qui ne nous ont pas abandonnés en cours de route. Merci à tous et puis à très bientôt. On fera probablement des épisodes. On va suivre le sujet très vite. Et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vraiment. N'hésitez pas, on est là. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Merci.